se forment les paysages. Et on va voir que le modelé du paysage est étroitement associé à des transferts, à des transports en fait de matériaux en surface de la Terre. Pour commencer, il faut avoir bien conscience que les roches, en fait, la plupart des roches se forment en profondeur, donc du coup dans des conditions de pression et de température qui sont différentes de celles de la surface. Et donc quand ces roches se retrouvent à la surface, par notamment le jeu de l'érosion et du rééquilibrage, du réajustement isostatique, et ben elles se trouvent du coup, les minéraux se trouvent dans des conditions autres, des conditions de pression et de température autres que celles qui les ont formés. Et donc du coup, ils sont en déséquilibre thermodynamique et ils vont du coup subir des transformations pour retrouver un état d'équilibre. En surface, toutes ces transformations, en surface et en domaine continental, toutes ces transformations sont à l'origine des paysages. Donc nous, on va voir quels sont les processus qui vont transformer les roches en surface et déterminent le modelé des paysages. En fait, on va avoir deux processus principalement, l'altération et l'érosion. Alors justement, dans l'introduction, il y a, je vous ai posé les deux définitions en fait de l'altération et de l'érosion à connaître par cœur et surtout à ne pas mélanger, puisque il y a énormément d'étudiants qui mélangent l'altération et l'érosion. Donc je suis à la diapositive numéro 2. Altération et érosion, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le cycle sédimentaire. Donc l'altération, en fait, c'est l'ensemble des mécanismes qui va transformer une roche-mère. Donc c'est la roche qui va subir l'altération. Là, il ne s'agit pas, la roche-mère, c'est pas celle qui subit la fusion partielle comme quand on était dans le magmatisme. Là, on est dans le phénomène sédimentaire, dans les roches sédimentaires. Donc la roche qui va subir en fait l'altération, elle est appelée roche-mère et elle va être soit fragmentée en petits morceaux et ou elle va libérer des ions qui la constituaient. Donc, elle va former des petites particules de plus en plus petites et elle va libérer du coup des ions qui la constituaient. Ça, c'est l'altération et cette altération, elle est liée à des facteurs climatiques, l'eau et les précipitations, donc autrement dit des facteurs physico-chimiques, mais aussi des facteurs biologiques puisque les végétaux et aussi les micro-organismes interviennent dans l'altération, notamment l'altération chimique. On distingue justement deux types d'altération, l'altération physique et l'altération chimique. L'altération physique, c'est celle que vous allez étudier aujourd'hui, c'est simplement une fragmentation de la roche. Donc ça veut dire que si vous prenez un bloc rocheux, et si vous le coupez en petits morceaux et que vous n'avez pas changé la composition, donc autrement dit, vous n'avez juste fragmenté, disloqué cette roche, fait une désagrégation de cette roche, vous avez fait du coup de l'altération physique. L'altération chimique, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Là, elle va impliquer des réactions chimiques et du coup, elle va impliquer des transformations. C'est-à-dire que les produits d'altération seront différents, de compositions différentes par rapport à la roche-mère, puisqu'il y aura des éléments qui auront été perdus, notamment des ions. Donc, les particules que l'on obtient, que ce soit du coup et les ions que l'on obtient, soit ils vont rester sur place et ils vont constituer ce qu'on appelle une altérite, soit ils vont être embarqués, donc notamment par l'eau, ils vont être déplacés, c'est-à-dire soustraits à la zone d'altération et on a à ce moment-là le phénomène d'érosion et ils vont entrer alors dans le cycle sédimentaire. Alors les altérites, j'ai mis une petite remarque dans le cours. Les altérites, en fait, c'est la 4e catégorie de roches qui existe. Après, du coup, les roches magmatiques qu'on a vues, les roches sédimentaires qu'on va voir dans ce thème-là, et puis les roches métamorphiques que vous avez vues en terminale, mais que vous allez revoir avec Monsieur Cross l'année prochaine. Donc ça, c'est l'altération. Donc l'altération, c'est deux catégories d'altération. Altération physique, on fait simplement une désagrégation de la roche. Donc, autrement dit, on la réduit en petits fragments, mais chacun des petits fragments a la même composition que la roche-mère, donc il n'y a pas de différence. Et l'altération chimique, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Donc, elle implique des réactions chimiques. Et donc, du coup, ça veut dire que le produit de l'altération, autrement dit l'altérite, aura une composition différente
par rapport à la roche-mère. Autrement dit, il y aura des éléments qui auront été perdus, qui ont été embarqués et transportés hors de la zone d'altération. Est-ce qu'il y a des questions sur l'altération, cette introduction? Alors maintenant, deuxième processus, c'est l'érosion. Donc là, voilà, j'ai mis sur mon diaporama altération et je vois du coup que j'obtiens des particules, donc autrement dit des fragments de roches plus petites, plus petits, plus petites, excusez-moi, et des ions minéraux qui sont sortis des réseaux cristallins et qui vont pouvoir rester sur place ou être aussi embarqués. Alors justement, s'ils sont embarqués, ces ions minéraux ou ces particules, eh ben ils donnent lieu du coup à de l'érosion et ensuite à un transport. Donc l'érosion, c'est la deuxième définition à connaître par cœur. C'est l'ensemble en fait des mécanismes qui ôtent, qui enlèvent des particules et ou des ions de la zone d'altération via justement un fluide de transport. Donc généralement, c'est de l'eau liquide qui va embarquer du coup les ions minéraux solubles qui sont sortis des réseaux cristallins ou qui va embarquer les plus petites particules. Ça peut être aussi le vent, ça peut être aussi la glace, notamment pour les particules. Les particules et les ions du coup qui sont embarqués, et ben maintenant ils vont prendre une autre valeur. Ils vont devenir donc les petites particules de roche, les petits fragments de roche qui sont embarqués par l'eau, et ben ils deviennent des sédiments. Et les ions qui sont embarqués par l'eau, et ben ils deviennent du coup des solutés. Donc ça veut dire que l'érosion, elle va soustraire, elle va retirer une partie de la matière de la roche-mère et va être du coup à l'origine d'un paysage puisque ça va creuser du coup la surface puisqu'on va embarquer une partie de cette matière. Donc voici l'érosion. Donc faut pas confondre les deux. L'altération, c'est vraiment je suis sur place et l'érosion, c'est je retire une partie de la zone d'altération. Et du coup, forcément, s'il y a érosion, il y a le troisième processus du cycle sédimentaire qui va avec, c'est qu'il va y avoir un transport. Donc ce transport, on l'étudiera dans le chapitre 2. Et puis vous l'étudierez, non, excusez-moi, vous l'étudierez dans le grand 2 de ce chapitre. Donc on verra les différents types de transport. Et puis une fois que les particules et les ions ont été transportés, eh ben ils vont être transportés jusqu'à une zone de dépôt. Donc on parle de sédimentation et de précipitation. Donc la sédimentation, eh ben c'est pour les sédiments. Donc ça veut dire que les petites particules, donc les petits fragments de roche qui vont tomber au fond, eh ben on parle de sédimentation. Par contre, les ions qui sont solubles, s'ils précipitent, s'ils redeviennent solides, eh ben on parle de précipitation. Et suite à la sédimentation et ou à la précipitation, eh ben je vais former du coup une roche sédimentaire généralement meuble. Par exemple, je vais pouvoir sédimenter des grains de quartz et ça va me donner du coup un sable qui est du coup une roche non consolidée. Et les sédiments vont s'accumuler et du coup, il va y avoir un phénomène d'enfouissement. Et avec l'enfouissement, eh ben, on va avoir un nouveau processus, c'est la diagénèse, c'est-à-dire qu'on va avoir un processus qui va indurer la roche, c'est-à-dire qui va la rendre dure. Les particules vont se souder entre elles et du coup, on va obtenir une roche consolidée. Si je termine mon cycle sédimentaire, eh ben, ma roche qui est du coup en profondeur peut revenir à la surface, être exposée et elle va subir à nouveau une altération et on recommence du coup le cycle sédimentaire. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ces notions et plus particulièrement sur l'altération et l'érosion qui vont être les deux processus que l'on va étudier du coup dans ce chapitre? Donc, grand 1, eh ben, l'altération modifie du coup les roches en surface. Et on va voir aujourd'hui du coup l'altération chimique qui modifie du coup la composition de la roche-mère. Alors, cette altération, elle va se faire selon selon la nature des ions. Les ions vont avoir des comportements différents dans l'eau. Donc ici, on va s'intéresser surtout à la partie ion qui sort des réseaux cristallins et qui peuvent être donnés des solutés ou précipités sur place. Alors, l'altération en fait chimique, elle est liée principalement en fait à un agent d'altération qu'on va appeler la solution d'attaque. Il s'agit de l'eau. Donc ça va être l'eau
Et cette eau va agir du coup sur les minéraux de la roche qui sont du coup en déséquilibre thermodynamique à la surface. Les minéraux de la roche-mère, ils vont être appelés minéraux primaires. Et quand on va faire sortir des ions du coup du réseau cristallin, eh ben on va transformer ces minéraux primaires en minéraux secondaires ou minéraux néoformés. Et généralement, ces minéraux néoformés sont du coup des argiles pour la plupart. Alors, les ions qui sont sortis vont être soit embarqués, soit précipités selon le diagramme de Goldschmidt que vous avez ici. Donc, ce diagramme de Goldschmidt, il faut le connaître, enfin, pas par cœur bien évidemment, mais il faut savoir l'utiliser. On voit bien que, en fait, il est en abscisse, on a la charge de l'ion. Donc, est-ce qu'il est chargé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à 6 fois donc ici, ce que vous avez, c'est que vous avez que des cations, c'est-à-dire des éléments qui sont chargés positivement. Donc par exemple, ici Fe avec 3 charges, c'est le fer3, Fe3+. Al avec 3 charges, c'est Al3+. Si, c'est Si4, Si4+, C4, alors là c'est du C4+, et ainsi de suite. Na+, donc là vous avez le nombre de charges. De l'autre côté, vous avez le rayon de l'atome. On va parler plutôt de rayon anhydre, c'est-à-dire qu'on ne considère pas la couronne de solvatation. Et en fait, les ions se disposent selon le diagramme de Goldschmidt. Et il faut savoir du coup que le rapport entre le rayon et du coup, enfin la charge et le rayon, la charge sur le rayon, Z sur R, c'est ce qu'on appelle du coup le potentiel en fait ionique. C'est ce qu'on appelle le potentiel ionique. En fait, ce potentiel ionique, c'est un peu indicateur de la densité de charge, c'est-à-dire plus on va regarder si la densité est faible, ça veut dire qu'à ce moment-là, soit le nombre de charges Z est faible, ou alors que le rayon est très fort, ou alors la densité de charge est plutôt élevée, et à ce moment-là, ça veut dire que Z est élevé, ou alors que le R est petit, autrement dit, il s'agit d'un petit atome, d'un petit élément. Alors, dans ce diagramme de Goldschmidt, on va distinguer 3 domaines, dont un va être distingué ensuite en 2 sous-domaines. Donc, vous les avez en couleur, bleu, orange et violet. Donc, le premier domaine, c'est le domaine des cations solubles. Donc, ce domaine des cations solubles, c'est quand le potentiel en fait ionique Z sur R est inférieur à 3. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, mes molécules, en fait, enfin, mes cations, quand ils vont sortir des réseaux cristallins, puisqu'ici, ce sont tous des cations, ils vont attirer les molécules d'eau, mais ils vont pas être capables de déprotoner la molécule d'eau, autrement dit, de dissocier la molécule d'eau en H2O donne OH- plus H+. En fait, ils vont simplement s'entourer d'une couronne de molécules d'eau, ce qu'on appelle une couronne de solvatation, ou une sphère de solvatation. C'est ce qu'on avait vu dans le chapitre de biochimie. Donc, on imagine que Ca2+ va être entouré de molécules d'eau, ou K+ va être entouré de molécules d'eau. Et bien évidemment, ça signifie que ces ions, ils sont solubles, et donc du coup, ils vont donner ce qu'on appelle des cations solubles. Donc, ils vont pas rester sur la zone d'altération, ils vont être embarqués avec l'eau et partir dans le cycle sédimentaire. Alors, dans cette zone bleue des cations solubles, on distingue 2 sous-zones. On a des cations qui sont très très solubles. C'est ceux dont le potentiel ionique est compris entre 1 et 3. Donc, par exemple, Ca2+, comme le Fe2+, comme Mg2+, mais qui est quand même à la limite de l'insolubilité. Et donc, ça veut dire que celui qui est le plus soluble, c'est Ca2+. Lui, il part, il sort des réseaux cristallins, il s'entoure d'une couronne d'eau, d'une couronne de molécules d'eau, d'une couronne de solvatation, et il suit le liquide qui va ruisseler, donc il va partir hors de la zone d'altération. Na+, surtout K+, et Rb+,
hein, et ben eux, notamment, alors celui qu'on peut retenir, c'est K+, lui, son potentiel ionique est inférieur à 1 et il est soluble, mais un petit peu moins soluble que les autres. Donc, ça veut dire qu'il va moins partir hein, que par exemple Ca2+, hein, pour K+. Alors, ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les cations insolubles. Donc, eux, en fait, ils vont sortir, alors leur potentiel ionique est compris entre 3 et 10. Hein. Eux, quand ils vont sortir, donc on voit bien qu'on a Al2, Al3+, Fe3+, et on a aussi Si4+, mais qui est quand même à la limite des oxyanions solubles. Donc, en fait, eux, quand ils vont sortir des réseaux cristallins, ils vont non seulement attirer les molécules d'eau, mais pas simplement s'entourer de ces molécules d'eau. Ils vont les déprotoner. C'est-à-dire que la molécule d'eau va se dissocier en H+ et en OH-, et ils vont s'associer avec OH- pour donner du coup des hydroxyles, hein, ce qu'on appelle aussi des hydroxylats. Et ces hydroxyles sont insolubles et donc du coup ils précipitent sur place. Donc ils sont sortis des réseaux cristallins, mais d'aussitôt ils s'associent avec OH- et précipitent sur place. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas embarqués dans le cycle sédimentaire, ils restent sur place. Ils sont du coup, c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont insolubles. Donc du coup ils vont pas être insolubles sous forme de Fe3+ ou Al2,3+, mais ils vont être insolubles sous forme de ALOH 3 fois ou FeOH, autrement dit sous la forme de minéraux, mais de minéraux qui ne sont pas des silicates puisqu'ils ne sont pas constitués de silicium. Hein, ça va être des minéraux qui vont être des minéraux métalliques, hein, enfin plus exactement des hydroxyles de métaux, hein, donc comme la goethite, qui est un hydroxyle de fer, ou comme la gypsite, qui est un hydroxyle d'aluminium. Donc ça, ce sont du coup les cations insolubles. Ils sortent des réseaux cristallins, déprotonent la molécule d'eau, s'associent avec OH-, avec des OH-, et du coup précipitent hein, pour donner des minéraux issus de l'altération, hein, comme la goethite ou la gypsite. Dernière catégorie, c'est celle qui apparaît en bas ici dans le diagramme de Goldschmidt, où le potentiel ionique est supérieur à 10, et ce sont les oxyanions. Hein, donc les oxyanions, eux, pareil, ils vont attirer les molécules d'eau, mais également les déprotoner, et ils vont s'associer avec O- et parfois H+, et ils vont donner du coup ce qu'on appelle des oxyanions. Hein, si on prend par exemple le carbone, c'est C4+, et ben il va s'associer avec du coup avec O2- et H+ pour former par exemple HCO3- ou CO3-2-. Hein. Donc autrement dit, des ions hydrogénocarbonates ou carbonates. Et ces ions, de toute façon, si vous les regardez, ils sont encore chargés. Hein, donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire des liaisons électrostatiques avec les molécules d'eau et ils vont être embarqués, ils sont solubles, hein, ces oxyanions. Un oxyanion, hein, tout simplement parce que vous voyez bien que ce que ça donne en fait des ions qui sont chargés négativement et qui sont solubles, hein, et qui sont des ions qui sont formés avec de l'oxygène, hein, oxyanions. Ils sont solubles, donc du coup, ils vont pas rester sur place, ils vont être embarqués dans le cycle sédimentaire. Hein, donc, autrement dit, ils vont être associés à l'érosion, puis ensuite au transport, et ils vont être soustraits de la zone d'altération. Alors, je vous ai mis quelques remarques, hein, notamment pour ces deux éléments qui constamment vont revenir dans les exercices, Al et Si. Hein. On voit bien que les deux, en fait, font partie de la catégorie des cations insolubles, mais néanmoins, Si est plus proche, en fait, d'un domaine soluble que Al. Hein, on voit bien que Si est plus proche des oxyanions. Donc, ça veut dire que Si4+ est moins insoluble, si vous voulez, que Al3+. Hein. Donc, Si4+, hein, peut être plus facilement lessivé, embarqué par l'eau, que Al3+, qui lui va plus rester sur place. Deuxième remarque, c'est fait référence en fait à cette diapositive numéro 5. En fait, la solubilité de ces ions, hein, Al4+ ou Si4+, dépend aussi en fait du pH et de la concentration. Donc, la silice, maintenant vous avez l'habitude, hein,
c'est SiO2, AlOH 3 fois, on va appeler ça l'alumine. Alors ici, comment lire en fait ce document? En fait ici, si je prends par exemple en rouge c'est le seuil de solubilité en fait de la silice. Alors ici en bas, vous avez le pH de 0 jusqu'à 14, et ici en haut, en ordonnée, vous avez les concentrations. Alors pour SiO2, on voit pas très bien, mais les concentrations sont indiquées par l'axe des ordonnées qui se situe du coup à gauche. Alors vous avez à la fois une concentration en grammes par litre et vous avez son équivalent en pourcentage. Alors c'est plutôt en ppm, donc en parties par million. Donc vous avez les équivalents. Alors ce qu'on voit, c'est par exemple si je me mets à un pH à 3, il faut atteindre du coup une concentration supérieure à 10-3 grammes par litre pour que la silice précipite, devienne insoluble. Sinon, elle est soluble, elle se présente sous la forme de SiOH 4 fois, c'est-à-dire un hydroxyde de silicium qui est soluble et qui est embarqué dans l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette concentration, alors si je la donne en ppm, c'est autour de 120 ppm, cette concentration seuil au-delà de laquelle la silice précipite, on voit qu'elle est beaucoup plus élevée, en fin de compte, quand on arrive sur des pH qui sont basiques. Donc, pour des pH basiques, la silice, elle sera constamment soluble, quasiment totalement soluble, puisqu'on voit bien qu'on n'a même plus le graphique. Donc, il faut atteindre des concentrations considérables pour que cette silice précipite. Pour l'aluminium, là, c'est très dépendant finalement du pH, puisqu'on voit que si on est en dessous de 4 ou 5, l'aluminium est soluble d'ailleurs sous la forme de Al3+. Par contre, si on est sur des pH qui sont basiques, l'aluminium sera soluble sous la forme d'une hydroargilite soluble. Donc, j'ai pas donné la formule, mais c'est assez complexe. Par contre, entre les deux, là, l'aluminium, du coup, est insoluble et du coup précipite. Et on voit bien qu'il précipite si on est entre un pH 5 ou 6. Dès aussitôt qu'il y a de l'aluminium qui sort des réseaux cristallins, il précipite. Donc, comme nous, on sera sur de l'eau de pluie. L'eau de pluie étant légèrement un tout petit peu acide, on sera autour entre 6 et 7 et on voit bien que globalement, l'aluminium va précipiter tout de suite, c'est-à-dire dès aussitôt qu'on atteint des très très faibles concentrations, voire plus faibles que 10-5 grammes par litre, on a une précipitation du coup de l'aluminium sous la forme de gypsite AlOH 3 fois, autrement dit de ce minéral hydroxyle qui précipite. Par contre, on voit bien qu'on peut atteindre des concentrations plus fortes en silice qu'il faut atteindre des concentrations plus fortes en silice pour qu'il précipite. Donc, on retrouve bien notre idée de tout à l'heure que Si4+ est plus proche du domaine des oxyanions. Ça veut dire qu'il est un peu moins, il est un peu moins insoluble que Al3+. Est-ce qu'il y a des questions sur ces graphiques? Alors, on va du coup passer à l'exercice 1. Alors, si je vais peut-être faire le bilan juste avant. Donc là, en fait, à la fin du diagramme de Goldschmidt, ce qu'on a vu, c'est finalement que quand les éléments sortent du réseau cristallin de la roche-mère par l'altération chimique, ils donnent des ions qui sont soit solubles et qui seront embarqués par l'eau. On va dire qu'ils sont lessivés. Soit ils donnent des hydrolysats qui, en gros, des hydroxydes, qui vont précipiter sur place. Donc, ça veut dire que l'eau, elle fait un tri géochimique, en fait, sur la roche-mère. Elle va embarquer une partie de la matière et elle va laisser sur place, par contre, une autre partie. Donc, les principales réactions que l'on va avoir dans la suite du cours, ce sont des réactions d'hydrolyse quand il s'agit de minéraux silicatés et quand il s'agit des minéraux carbonatés et aussi des minéraux des évaporites, on va parler d'une dissolution. J'ai laissé tomber une autre type de réaction
qui interviennent dans l'altération chimique, c'est les oxydoréductions qui interviennent notamment quand on a affaire à des éléments métalliques. Alors, vous aviez du coup l'exercice 1 à faire. Alors, pour l'exercice 1, je vais commencer à corriger une partie. Alors, je vais changer du coup mon diaporama, puisque j'ai préparé un diaporama de correction. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui. 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 Alors, on va s'intéresser du coup à un exercice 1 qui s'appelle mobilité des éléments chimiques au sein d'un sol ferralytique. Donc, vous avez ici un sol ferralytique, ça veut dire que vous avez une coupe d'un sol. En fait, ce sol, alors on verra les différents sols à la fin de ce chapitre. Hein, on aurait dû faire ça normalement en TP. Hein. Donc, on a un horizon humifère, donc ça veut dire un horizon qui contient de l'humus. Hein. En fait, ça s'appelle le sol véritablement. C'est là où peuvent pousser les végétaux, hein, l'humus étant de la matière organique. Ensuite, vous avez une cuirasse alumino-ferrugineuse. Donc, on va comprendre ce que c'est. Et cette cuirasse, en fait, elle est appelée horizon A. Donc, ça veut dire que quand on creuse, on tombe d'abord sur cette cuirasse. Donc, du coup, les gens qui étudient les sols et les sous-sols, qu'on appelle des pédologues, ont utilisé la première lettre de l'alphabet, donc l'horizon A. Ensuite, vous avez une zone où vous allez avoir des argiles tachetées, puis de l'ARN plastique, puis des saprolites. Hein, donc, on verra les définitions. Mais l'ARN plastique, hein, donc le niveau où on a de l'ARN, c'est ce qu'on appelle l'horizon B. D'accord. Alors, les argiles tachetées, c'est tout simplement les argiles de l'arène dans lequel commencent à apparaître justement des zones où il va y avoir des fortes concentrations en alumine et en fer, hein, qui donneront ensuite la cuirasse alumino-ferrugineuse. Hein. Et les saprolites, ça veut dire que c'est une zone en fait où on a encore des morceaux de roche-mère que l'on reconnaît très bien. D'accord. Donc, ce sont les argiles tachetées et les saprolites, deux zones de transition entre l'arène plastique, la cuirasse alumino-ferrugineuse et une autre zone de transition entre l'ARN plastique et la roche-mère saine. Donc là, on arrive sur la roche-mère saine qu'on appelle du coup l'horizon C. Donc la figure ci-contre vous montre du coup l'organisation schématique d'un sol dit ferralytique qui s'est formé sur un granit, hein, et sous climat du coup tropical humide avec une saison sèche qui est bien marquée. Alors, dans le tableau, hein, on va vous exprimer dans le tableau qui suit ici, on vous exprime les données en grammes par 100 grammes de roche. Ça veut dire qu'on vous donne la composition chimique toujours exprimée en oxyde, comme à chaque fois en géologie. On ne vous donnera pas la composition de Ca, mais toujours de CaO, de K, mais toujours de K2O et ainsi de suite. Hein. Et ici, c'est des grammes pour 100 grammes. En réalité, 1 gramme, par exemple, de SiO2 pour 100 grammes de roche, ça fait finalement 1%. Donc, c'est comme si c'était des pourcentages massiques, hein, puisqu'il s'agit des pourcentages qui font référence non pas au volume de la roche, mais bien à la masse de la roche. Donc ici, en fait, tous ces chiffres-là, ce sont en réalité des teneurs massiques, des pourcentages massiques, hein, autrement dit exprimés en pourcents ou en grammes pour 100 grammes de roche. Alors, donc on vous a analysé du coup l'horizon cuirasse C, hein, donc la cuirasse ferro-alumineuse, l'horizon A, l'horizon D, c'est-à-dire les altérites plastiques, et l'horizon C, c'est-à-dire la roche-mère saine. Donc, la plus superficielle, l'intermédiaire et la plus profonde des couches. Donc, petit 1, il fallait justifier le fait que l'on peut considérer la masse de l'alumine, Al2O3, comme invariante dans le profil d'altération. Alors, ça a peut-être déjà gêné certains. Donc, déjà, je suis un peu surpris de ne pas avoir eu des questions. J'ai eu une seule élève qui m'a posé des questions sur cet exercice. Donc, je ne sais pas si vous avez véritablement fait l'exercice, hein, si vous l'avez vraiment travaillé. En tout cas, moi, je suis en train de corriger la deuxième partie du DS qui est très, très peu réussie, hein, voire même complètement ratée. Et je m'inquiète pour le résultat final de ce DS. Et du coup, je m'inquiète du travail qui est véritablement fourni en fait par les élèves. Ça m'inquiète un petit peu. Donc, quand je vois que je n'ai aucune question sur cet exercice qui n'est pas si simple que ça,
enfin, j'ai une seule question, une seule élève qui me pose des questions, je mets en doute votre travail. Enfin, j'ai des doutes sur si vous avez véritablement travaillé ou pas. Concrètement, là, si vous n'avez pas travaillé cet exercice et que vous n'êtes simplement qu'à écouter le cours, ça ne rentrera pas, hein, c'est évident. D'ailleurs, vous voyez bien que les exercices qu'on vous propose en DS, et ce seront les mêmes en concours, ce ne sont pas les mêmes exercices que vous avez faits. Donc, ça veut dire que ce qui compte, c'est le raisonnement. C'est de se coltiner le raisonnement, de formater ses neurones pour réfléchir, hein, pour raisonner, pour trouver des stratégies. C'est pas de refaire. Vous n'aurez jamais le même exercice. La probabilité que vous retombez sur le même exercice au concours, il est quasiment nul. Donc, ça veut dire que là, si vous êtes juste dans une attente, c'est-à-dire je vais simplement écouter, lire la correction, le bénéfice pour le concours, il est quasiment nul. C'est évident. Donc ici, on vous parle d'une masse d'alumine comme invariante. Donc ce qui aurait pu choquer, et je m'attendais à avoir des questions, c'est que dans le tableau, c'est pas du tout une valeur qui ne varie pas. Hein, on est à 14,2, on est à 23,4 et on est ici à 26. Donc pourquoi on parle d'invariant? Il faut faire attention puisque ici dans la question, on vous parle de la masse et non pas de la teneur massique. Hein. Donc ici, la composition chimique, c'est une teneur massique, c'est un pourcentage, alors que là, on parle d'une masse. Et une masse, c'est du coup en grammes. D'accord? Ici, ce sont des grammes pour 100 grammes de roche. Hein, alors que là, on va vous parler d'une masse, hein, d'une masse d'alumine, donc en grammes. Donc, pourquoi peut-on considérer que cette masse d'alumine, cette masse d'aluminium, elle peut être considérée comme invariant? Tout simplement, ça fait référence au diagramme de Goldschmidt. On voit que l'aluminium, il est en plein milieu du domaine des cations insolubles. Ça veut dire que Al3+ appartient du coup au domaine des cations insolubles. Quand il sort des réseaux cristallins de la roche-mère, il attire les molécules d'eau, les déprotonne, s'associe avec OH- et forme du coup des hydroxyles comme AlOH 3 fois, comme la gypsite, qui précipite et reste sur place. Donc ça veut dire que la masse d'alumine, hein, Al2O3, peut être considérée comme invariant dans le profil d'altération puisqu'il n'y a rien qui est embarqué, hein, il n'y a rien qui est embarqué par l'eau. Hein. Donc, autrement dit, rien ne sort du profil d'altération. Alors, pourquoi dans ce tableau, les chiffres changent? Tout simplement, question 2, parce que si je prends par exemple ici mon horizon C, est-ce que vous voyez mon diaporama? C'est resté sur. J'ai pas entendu. C'est resté sur l'exercice. J'entends pas. Quelqu'un d'autre? C'est resté sur la première page de l'exercice. Ah oui, d'accord. Je reprends. Bon, tant pis, on va pas avoir l'animation comme d'habitude. Je vais essayer de... Est-ce que là, vous voyez mon diaporama? Vous voyez le tableau, là, le deuxième partie? Oui. Donc ici, tant pis, vous n'aurez pas l'animation, donc il faudra encore mieux suivre. Donc ici, je vois sur le diagramme de Goldschmidt que AL est du coup au centre. Donc c'est ce que je vous disais. Je vous disais que dans ce tableau-là, la première question, on vous disait que la masse d'alumine devait être considérée comme invariante, alors qu'on voit bien que dans la ligne de l'alumine, on voit que les chiffres changent. On passe de 14,2 dans l'horizon C à 23,4 dans l'horizon B, à 26 dans l'horizon A. Donc, ça peut être bizarre de voir une question où on vous dit que la masse est invariante. Mais ici, c'est tout simplement que les données ne sont pas les mêmes entre le tableau et la question. Dans la question, on vous parle de la masse. Ça veut dire que la masse, c'est exprimé en grammes. Or, dans le tableau, on vous donne des données qui sont en grammes pour 100 grammes de roche. Donc, autrement dit, des pourcentages. Donc, non pas des masses, mais des teneurs massiques. Autrement dit, des concentrations, entre guillemets. Donc, c'est pas la même chose.
Donc ici, pourquoi on peut considérer que l'alumine peut être considéré comme invariant? Parce que tout simplement, l'aluminium, Al3+, quand il va sortir des cations, des réseaux cristallins, eh ben, on voit bien qu'il est dans les domaines des cations insolubles. Ça veut dire qu'il va attirer les molécules d'eau, déprotoner ces molécules d'eau, s'associer avec OH- et former du coup des hydroxyles d'aluminium, un AlOH 3 fois, un minéral qu'on appelle la gypsite. Et ce minéral est insoluble, il précipite et reste sur place. Donc ça veut dire que la masse d'alumine, eh ben, elle va être invariante dans le profil d'altération puisque l'aluminium n'est pas embarqué, n'est pas lessivé par l'eau, il reste sur place. Donc ça veut dire que si je prends du coup un petit schéma pour vous expliquer, si je prends par exemple l'horizon C et que je le symbolise ici par le rectangle, 100 grammes d'horizon C, et ben je sais que dans mon tableau, mon alumine représente 14,2% de cet horizon C. Donc, si je considère qu'il y a 100 grammes d'horizon C, si je prends un échantillon de 100 grammes, ça veut dire que mon alumine va représenter 14,2 grammes sur ces 100 grammes, puisque ça fait 14,2%. Entre l'horizon C et l'horizon B, il y a eu de l'altération. Ça veut dire qu'il y a une partie de la roche qui a été embarquée, hein, notamment des ions solubles ont été lessivés et ils sont partis du profil. Ça veut dire que je n'ai plus 100 grammes, il me reste X grammes. Dans cet horizon B, on me dit dans le tableau précédent, qu'il y a 23,4% d'alumine. Or, on vient de montrer que l'aluminium, quand il sort des réseaux cristallins, il précipite et reste sur place. Donc, s'il y avait 14,2 grammes dans 100 grammes de roche-mère, d'horizon C, eh ben, ces 14,2 grammes d'alumine n'ont pas été lessivés, n'ont pas été embarqués dans l'eau. Donc, on va les retrouver forcément dans l'horizon B, hein, 14,2 grammes. Sauf que là, eh ben, comme il y a une partie de la matière qui a été embarquée, hein, on a plus 100 grammes. Ici, on a X grammes qui est forcément plus petit. Et donc, du coup, ces 14,2 grammes eh ben, représentent 23,4% et non plus 14,2%. Est-ce que vous avez compris ce schéma? Est-ce qu'il y a des questions? Donc maintenant, eh ben, si vous avez compris ça, ça va à vous de faire du coup la suite de la question 2, c'est-à-dire qu'il va falloir du coup calculer X, c'est-à-dire combien fait sur 100 grammes du coup d'horizon C, quand je suis dans l'horizon B, il reste combien de grammes sur place, hein. Donc c'est la question 2, hein, déterminer la masse d'altérite restante dans l'horizon B à partir d'une masse initiale de 100 grammes de roche. Et du coup, vous pourrez indiquer masse restante dans l'horizon B. Vous pourrez du coup indiquer du coup cette masse ici, hein. Et ensuite, vous pourrez faire les questions 3, 4 et 5, c'est-à-dire calculer en gros les masses restantes pour les autres, du coup oxydes, en sachant que ici, j'ai oublié de le préciser, mais là, c'est forcément 14,2 puisque ça ne change pas. Vous pourrez du coup comparer par rapport à l'horizon C et calculer, faire la différence pour voir le gain et la perte massique. Donc, autrement dit, combien de grammes on a perdu ou combien de grammes on a gagné, hein. Et ici, quelle va être du coup la variation en pourcentage. Donc, je posterai du coup ce diaporama et vous continuerez, vous ferez du coup la suite de cet exercice, hein, et qu'on corrigera du coup demain, de façon à ce que vous soyez certainement plus actif face à la géologie et que j'ai des questions sur cet exercice parce que je doute que beaucoup d'élèves aient fait cet exercice. On continue du coup, je me déconnecte et je reprends le diaporama.
Alors, ce diagramme est là. Alors du coup, maintenant on va voir du coup les réactions. En fin de compte, c'est deux réactions qui sont la réaction d'hydrolyse et la réaction en fait de dissolution. Donc petit 2, les minéraux silicatés subissent des hydrolyses et donnent des minéraux argileux. Hein. Donc l'altération est due à des réactions d'hydrolyse. Alors ces réactions d'hydrolyse, on peut les mettre en évidence en fait par de l'observation en lame mince. Hein. Quand on regarde un granit frais, c'est-à-dire non altéré, en lame mince, et ben on voit ici de très jolis feldspaths, des feldspaths, ici des feldspaths plagioclases qui sont zébrés, c'est-à-dire on reconnaît la macle multiple. Ici, la macle simple du feldspath potassique qui s'appelle l'orthose. Hein, ici, on a de la biotite et ici, on a un minéral très contourné, très irrégulier qui s'appelle le quartz. Là, on a un granit altéré et on voit ici que les feldspaths, notamment, ont été entièrement transformés en une sorte de petites particules. Hein, on voit bien, on reconnaît plus du tout les feldspaths du granit frais. Et en fait, est apparu du coup des argiles qui sont venues du coup remplacer les feldspaths. Alors, cette altération, en fait, elle va être différentielle, elle sera différente selon les minéraux. Alors, comment l'expliquer? En fait, ça va être fonction en fait de la série de Bowen. Dans la série réactionnelle de Bowen, on avait vu que il y avait un ordre lors du refroidissement du magma, il y avait un ordre d'apparition, de cristallisation des minéraux, des silicates. On avait vu notamment que l'olivine cristallisait avant, par exemple, la muscovite. Ça veut dire que la température de cristallisation de l'olivine, elle est beaucoup plus élevée que la température de cristallisation de la muscovite. Hein. On est à autour de 1200 degrés pour la cristallisation de l'olivine, alors qu'on n'est qu'à 600 degrés pour la muscovite. Ça veut dire que ces deux minéraux arrivent en surface, en surface, il fait à peu près, on va dire, 20 degrés en moyenne. Ça veut dire que du coup, mon olivine, elle est à un écart de température beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'elle est dans des conditions de déséquilibre beaucoup plus importants, hein, puisqu'elle s'est formée à 1200 degrés et qu'elle se retrouve à 20 degrés, elle est dans un déséquilibre beaucoup plus important d'un point de vue thermodynamique que la muscovite qui s'est formée à 600 degrés et qui se retrouve à 20 degrés. Là, il y a une différence d'à peu près 600 degrés contre 1200 degrés pour l'olivine. Ça veut dire que l'olivine, elle va s'altérer au niveau chimique beaucoup plus rapidement que la muscovite. Donc, du coup, ça va être fonction de la série de Bowen. Et du coup, cette altération, elle va agir du coup sur ces minéraux qui sont dans la roche mère, qui vont être qualifiés de minéraux primaires. Et grâce à l'eau et aussi au CO2, puisque le CO2 en fait acidifie l'eau, qui du coup augmente en fin de compte la capacité d'attaque en fait de l'eau, ça va donner des minéraux néoformés qui seront essentiellement des argiles, mais aussi parfois des hydroxydes et des oxydes, c'est-à-dire des minéraux néoformés ou des minéraux secondaires, ainsi que des ions qui vont être du coup solubles, des solutés plutôt. Alors, du coup, l'altération entraîne l'apparition de nouveaux minéraux, les minéraux argileux, les différents types de minéraux argileux. Donc, vous aviez une petite présentation des minéraux argileux. Donc, les minéraux argileux, les argiles, en fait, quand on les observe au microscope électronique, on voit qu'ils sont formés de lamelles. Du coup, ils appartiennent à un groupe des silicates qu'on appelle les phyllosilicates. Phyllo veut dire les feuillets. Donc, on les avait vus dans les premiers chapitres de géologie. En fait, ça veut dire que les tétraèdres sont de silice, donc les tétraèdres organisés autour du silicium. Le silicium est au centre de la pyramide et on a quatre sommets à la pyramide
où en fait, sont localisés des oxygènes. Hein, on avait vu ça, la notion de tétraèdre. Et ben ici, dans les phyllosilicates, en fait, chaque tétraèdre a 3 côtés qui sont associés à d'autres tétraèdres. Et l'ensemble va former, du coup, si vous représentez ces tétraèdres qui sont associés latéralement, ils forment, du coup, un feuillet, hein, alors plus exactement, une couche, hein, de tétraèdres. Donc, c'est le groupe des phyllosilicates. Hein. Vous avez les autres groupes des silicates qui sont présentés ici. Alors, ces feuillets, en fait, vont être constitués de 2 types de couches. Hein. Soit des couches, justement, de tétraèdres, comme on vient de le voir. Hein, on les voit ici. Peut-être que je vais prendre l'autre. Non, celle-ci. Donc, on voit ici les tétraèdres qui sont là. En noir, ce sont les atomes de silicium. Hein. Vous avez la légende ici. En blanc, ce sont les atomes d'oxygène. Et on voit bien que, par exemple, ce tétraèdre-là, cette pyramide-là, est associée à une pyramide à côté, par ici, en partageant le même oxygène-là. Hein. Ce tétraèdre ici, il est aussi associé au tétraèdre qui est plus en arrière-plan, en partageant le même oxygène. Et du coup, ça forme ce qu'on appelle, du coup, une couche. Hein, une couche de tétraèdre, donc on parle du coup une couche T. À côté, on voit qu'on a une autre couche où cette fois-ci, ce ne sont pas des tétraèdres, des pyramides, mais ce sont des octaèdres. En fait, on voit bien qu'on a une sorte de tétraèdre ici qui est de nouveau associé là. Hein. En fait, on a, alors attention parce que la base n'est pas un triangle véritablement, mais c'est un rectangle. C'est ce qu'on appelle du coup un octaèdre. Ces octaèdres sont construits à partir de l'aluminium. Hein. Donc, si le silicium donne des tétraèdres, l'aluminium associé à l'oxygène donne des octaèdres. Et donc, ça forme du coup une couche O, hein, la couche O pour octaèdre. Alors, une fois que j'associe, si j'associe du coup une couche T avec une couche O, j'obtiens un feuillet, et ce feuillet, c'est le feuillet TO. Hein. Et ce feuillet, c'est ces feuillets qu'on voit ici, hein, ces espèces de lamelles qu'on voit sur l'image, l'électronographie. Et ces feuillets vont du coup s'accumuler, hein, et ça va former du coup une argile de type TO. On dit aussi une argile de type 1,1 puisqu'il y a une couche de tétraèdre avec du silicium pour une couche d'octaèdre avec de l'aluminium. Donc, il y a un aluminium pour un silicium globalement. Exemple d'une argile ou d'un minéral argileux de type TO ou de type 1,1, c'est la kaolinite. Alors, autre type d'argile, et là, cette fois-ci, on a une argile où le feuillet est constitué d'une couche de tétraèdre, d'une couche d'octaèdre et d'une couche de tétraèdre. Donc, autrement dit, c'est une argile avec un feuillet TOT. Alors, ça veut dire que là, cette fois-ci, il y a 2 siliciums pour un aluminium, hein, 2 couches de silicium pour une couche d'aluminium. Donc, ce sont des argiles 2,1. Hein. Et ces argiles 2,1, par exemple, un exemple, c'est l'illite. Alors, dans cette couche, en fait, dans ce feuillet TOT, il y aura des charges qui seront présentes ici. Hein, et ces charges vont permettre, dans les espaces interfoliaires, donc entre les feuillets, d'avoir des molécules d'eau ou des ions. Hein, donc, autrement dit, des molécules ou des substances chargées. Alors que ici, hein, dans le cas des argiles TO, là, cette fois-ci, le feuillet TO n'est pas chargé. Et donc, du coup, dans les espaces interfoliaires, il n'y aura pas d'ions, il n'y aura pas notamment de cations. Donc ici, cette diapositive-là vous remontre justement cette organisation. Donc ici, on voit bien qu'on a un minéral argileux, hein, qui s'appelle la kaolinite, et on voit bien que chacun des feuillets est constitué d'une couche de tétraèdre et d'octaèdre. Là, les octaèdres ont été représentés sous la forme d'un rectangle, hein, une couche octaédrique et une couche tétraédrique. Donc, on a bien affaire à une argile TO, une argile 1,1. Par contre, les 3 autres, illite, chlorite ou smectite, hein, on voit cette fois-ci que les feuillets sont constitués de 2 couches de tétraèdre qui encadrent une couche d'octaèdre. Donc ici, il s'agit d'argile, hein, de minéraux argileux de type TOT,
hein, ou argile 2,1 puisqu'il y a 2 couches de silicium pour une couche d'aluminium. Et on voit bien que, par exemple ici, hein, entre les feuillets, eh ben, on a des ions qui viennent s'insérer puisque les feuillets ici ne sont pas électriquement neutres comme dans le cadre de l'argile TO. Là, ce sont des molécules d'eau, mais aussi parfois des ions comme Ca2+ ou Na+, qui viennent s'insérer et qui donnent du coup des argiles de différents types, hein, ylite, chlorite et smectite. On voit bien que les formules du coup sont compliquées, hein, mais contiennent des ions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je Oui. me demande, j'ai pas très bien compris à quoi ils servent exactement les ions. Alors, dans les argiles, Oui, à obtenir des molécules électriquement neutres. ok. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, quand tu fais un minéral, eh ben, ton minéral, il va être globalement électriquement neutre. Donc ici, dans une couche TO, eh ben, il y a déjà un équilibre de charge. C'est-à-dire que quand tu associes une couche tétraédrique à une couche octaédrique, eh ben, on va avoir quelque chose qui est électriquement neutre. Donc du coup, tu ne vas pas rajouter d'ions. Hein, la seule chose à la limite que tu peux rajouter, c'est par exemple de l'H2O. Mais par contre, sur les autres, eh ben, quand tu associes 2 couches de tétraèdre de silicium à une couche d'octaèdre aluminium, ben là, ça vous donne un feuillet qui n'est pas électriquement neutre, hein, qui va être chargé. Et donc, du coup, entre les feuillets, tu vas associer par des liaisons ioniques des ions. Et l'ensemble, ça va former du coup quelque chose qui sera du coup électriquement neutre. D'accord? Si tu prenais du coup les formules ici, tu verrais en considérant toutes les charges, que l'ensemble donne quelque chose qui est électriquement neutre, hein, c'est-à-dire il n'y a rien de chargé. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je crois que c'était Lucie. Oui, merci beaucoup. Alors, maintenant, les mécanismes à l'origine de ces minéraux. En fait, alors pour prendre cet exemple, pour regarder comment je vais former mes minéraux argileux, j'ai pris l'exemple d'un minéral qui s'appelle l'orthose. L'orthose, c'est un feldspath potassique. Ce feldspath potassique, il est de formule KAlSi3O8. D'accord? C'est sa formule. Le premier niveau d'hydrolyse, hein, le premier niveau d'altération par hydrolyse, c'est ce qu'on appelle la bicialitisation. C'est une hydrolyse ménagée. Ça veut dire une hydrolyse qui n'est pas très poussée. C'est celle qui se fait sous climat tempéré. Donc, avec de l'eau, avec du CO2. Donc là, les formules ne sont bien évidemment pas à apprendre. Par contre, il faut savoir simplement écrire l'équation, qu'est-ce que ça donne, entre guillemets, hein, donc avec des noms. Orthose, vous n'avez pas besoin de retenir la formule de l'orthose, mais vous devez savoir que l'orthose plus de l'eau plus du CO2, ça nous donne en fait quelque chose. Alors, on voit qu'il reste encore du potassium, il reste encore de l'aluminium, du silicium, de l'oxygène, mais on voit bien qu'est apparu du coup des groupements hydroxyles. Hein, donc, on voit bien que notre minéral, il a été attaqué par l'eau et ça donne en fait de l'ylite. L'ylite, si on remonte, l'ylite, regardez, c'est un minéral argileux de type TOT, hein, donc de type 2,1. Alors, si je regarde, au départ, j'ai une orthose. Vous voyez bien que l'orthose, c'est un aluminium pour 3 silicium. Ça veut dire qu'on a bien beaucoup plus de silicium que d'aluminium. Si je regarde mes produits à part l'ylite, de ces réseaux cristallins, on voit bien qu'il y a une partie du potassium qui sort, hein, puisque j'obtiens ici du K+. Et ce K+, il va être embarqué par l'eau, ça va donner un soluté qui va partir de la zone d'altération. Donc, par exemple, si vous avez un granit qui est en train d'affleurer là, par exemple en Bretagne, en recevant du coup l'eau de pluie, il voit du K+ partir de ces minéraux orthoses, hein, des orthoses qu'il contient. Qu'est-ce qui part aussi? On voit bien que là, on a
de l'hydrogénocarbonate, HCO3-, qui aussi part. Donc ça, c'est lié tout simplement au CO2 et avec H2O. Donc ça sort pas, ça vient pas en fait de l'orthose. Mais on a, par contre, ici, vous voyez bien que vous avez du silicium qui part. Hein. Et avec OH, donc là, on voit bien l'importance de l'eau, hein, de comment de l'eau, hein, de H2O. Et du coup, on a aussi du silicium qui sort des réseaux cristallins, hein, de l'orthose. Donc, on voit bien qu'au départ, on était 1 Al pour 3 Si. On voit bien qu'à la fin, si vous faites le compte, vous êtes à 3,5 de Si. Mais par contre, du Al, vous en êtes à, du coup, à 2,5. Hein. Donc, vous avez commencé à rééquilibrer la balance, hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous commencez à avoir autant, alors il reste encore un petit peu plus de silicium pour l'aluminium, 3,5 contre 2,5, et vous voyez bien que vous êtes dans un rapport quasiment 2-1. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi l'hélite, elle va être formée de 2 fois plus de silicium que d'aluminium. Mais au départ, vous voyez bien que vous étiez formé, vous aviez un rapport de 1,4, enfin, oui, 1,3 au lieu de 1,2,1. Donc ici, vous aviez un aluminium pour 3 silicium. Ici, maintenant, on a quasiment, un aluminium pour 2 silicium. Donc, c'est pour cela qu'on forme une argile, un minéral argileux de type TOT, hein, c'est-à-dire 2,1. Est-ce que ça, c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il faut réexpliquer? Ça, c'est quelque chose qui est important. Pour moi, c'est un petit peu flou encore. Alors ici, regarde, l'orthose, si je prends l'orthose, tu vois bien que j'ai un aluminium pour 4 silicium. Tu es d'accord? Ici, je vais transformer ce minéral. Donc, si je reprends ma diapositive de tout à l'heure, tu vois, j'ai un minéral orthose. Il va finir dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il va être complètement transformé en un nouveau minéral qu'on appelle un minéral néoformé ou secondaire, qui sera un minéral argileux. Ce minéral argileux, c'est l'hélite. D'accord? Si je prends la formule de cette hélite, tu vois bien que tout à l'heure, j'avais 1 pour 3 silicium, un aluminium pour 3 silicium. Là, je suis à 2,5 d'aluminium pour 3,5 de silicium. D'accord? Ça veut dire que je suis quasiment dans un rapport 1-2, c'est-à-dire que pour un aluminium, j'aurai quasiment 2 fois plus de silicium. En tout cas, j'ai encore un peu plus de silicium que d'aluminium. D'accord? Si j'ai un peu plus de silicium que d'aluminium, je peux du coup former 2 couches de tétraèdres qui sont formées de silicium pour une couche d'octaèdre qui est formé d'aluminium. C'est-à-dire que je vais former, en fait, un minéral argileux de type TOT, de type 2,1, c'est-à-dire une hélite et non pas une kaolinite, par exemple, où la kaolinite, il faut que j'ai autant de silicium que d'aluminium. Donc, on voit bien que l'altération ici, elle a consisté en quoi? Elle a consisté à retirer du potassium, hein, puisqu'il y a du potassium qui sort du réseau cristallin. Je vois bien que j'avais 2,5 potassium ici, alors qu'ici, tu vois bien que j'en ai plus que 0,5 dans le minéral. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 2 potassium qui sont sortis des réseaux cristallins et qui deviennent du K+, qui vont s'entourer d'une couronne de solvatation, CF Goldschmidt tout à l'heure, et qui vont être embarqués par l'eau. Qu'est-ce que j'ai aussi? Je vois bien que j'ai je forme aussi des ions HCO3-, mais ça, c'est la réaction simplement de H2O et de CO2, donc ça n'a rien à voir avec le minéral primaire orthose. Hein. Et puis, je vois bien que globalement, j'ai aussi sorti de mon minéral orthose de la silice. Donc, on voit bien ici que je me retrouve avec 4 Si, hein, alors qu'à l'origine, j'en avais 3 fois 2,5. Donc, ça fait en tout 3 fois 2, donc 6. Ça fait du coup du 7,5. J'avais 7,5 silicium. Et tu vois bien que là, j'en ai plus que 3,5.
Donc, il y en a eu 4 qui sont sortis des réseaux cristallins et qui ont donné SiOH 4 fois, qui, s'il reste en faible concentration, va être lui aussi lessivé. Je te rappelle tout à l'heure que le silicium était très proche des oxyanions. Donc, autrement dit, il était relativement soluble. Par contre, l'aluminium, lui, tu vois bien qu'il n'est pas sorti des réseaux cristallins. Il est resté dans le minéral. J'en avais combien? Eh ben, j'en avais 2,5. Si j'en avais, oui, c'était ça, 2,5. Et ici, si je fais le total, bah, regarde, 2 plus 0,5, 2,5, tout est resté là. Par contre, au départ, mon minéral primaire, il était avec beaucoup de silicium 3 contre un aluminium. Et bah, à la fin, regarde, j'ai pas complètement rééquilibré. J'ai toujours encore un peu plus de silicium 3,5 contre 2,5 d'aluminium. Je suis quasiment dans un rapport 2 pour 1. Donc, je vais former du coup une argile de type TOT, c'est-à-dire dont les feuillets sont constitués de 2 couches de tétraèdre de silicium, puisque le silicium est présent à quantité 2, si tu veux, et une couche d'octaèdre d'aluminium, puisque l'aluminium est constitué à quantité de 1. Est-ce que c'est plus clair, Lucie? Oui, oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et les autres, est-ce qu'il faut réexpliquer? Donc ça, c'est la bicialitisation, c'est-à-dire qu'on a commencé à embarquer de la silice. Et ben, maintenant, si je mets mon granit en climat tropical humide, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus il y a beaucoup plus d'eau. Donc, autrement dit, il y a beaucoup plus de réactifs. D'ailleurs, là, on voit bien qu'on n'est plus à 10, mais on est à 22. On est aussi à des températures beaucoup plus élevées. Donc, ça veut dire que les réactions sont plus rapides. On sait bien, on a la loi d'Arrhenius, donc qui active du coup qui catalyse, pas catalyse, excusez-moi, qui augmente du coup la vitesse de réaction. Et là, si je reprends du coup mon orthose, et ben regardez mon orthose, qu'est-ce qui se passe? J'avais 4 K+. Et ben je vois, regardez, que les 4 K+ sont sortis du réseau cristallin. Ça veut dire que là, et ben tout le K+ est sorti, alors que tout à l'heure, il n'était pas sorti. Donc, le K+, ça fait partie des alcalins. Donc, du coup, on dit qu'il y a une désalcanisation partielle pour la bicialitisation sous climat tempéré. Pour la monocialitisation, eh ben, en climat tropical humide, là, on a une désalcalinisation totale. Si je regarde maintenant la silice, j'en avais combien? J'en avais 12. J'ai 4 fois 3, 12. Là, maintenant, regardez, j'en ai plus que 4. Et effectivement, j'en ai 8 qui sont ici. Donc, ça veut dire que le silicium est sorti, lui aussi, des réseaux cristallins et il a été beaucoup plus lessivé que tout à l'heure. L'aluminium, j'en avais 4 ici, au niveau de l'orthose. Si je regarde au niveau de mon minéral néoformé, néoformé, donc là, tout est resté. Alors là, je vois que j'ai dû faire une erreur dans ma formule, mais toute l'aluminium est resté. Je vois qu'il n'y a rien d'aluminium. Je vais reprendre ça, je vais regarder ma formule pour voir où est ma bêtise. Mais là, en tout cas, je vois qu'il n'y a rien qui est sorti de mes réseaux cristallins. Donc, tout l'aluminium est resté. Et du coup, ce qui va impliquer que ici, alors je pense que c'est cet aluminium-là qui va pas, qui devrait être enlevé. Et ici, je me retrouve avec autant d'aluminium que de silicium. Alors qu'au départ, on voit bien que j'avais beaucoup plus de silicium que d'aluminium. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans un rapport entre le silicium et l'aluminium, un rapport 1-1. Donc, ça veut dire que pour construire mon minéral argileux, je vais une couche d'octaèdre pour une couche de tétraèdre. Donc, je vais former des argiles de type TO, c'est-à-dire une argile qui est la kaolinite. Et donc, du coup, j'obtiens mon argile kaolinite et puis j'obtiens des solutés qui vont être embarquées, et notamment la silice, si elle n'est pas trop concentrée, elle ne va pas rester sur place et elle va être embarquée. Donc, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une désalcanisation totale puisque j'ai enlevé tous les alcalins, et j'ai fait une désilicification
partielle, il me reste encore de la silice dans mon minéral néoformé. Et par contre, j'obtiens, j'appelle ça du coup une monosialitisation. Pourquoi mono alors que tout à l'heure j'avais une bisialitisation? Parce que tout à l'heure, quand mon produit, mon minéral néoformé, il restait avec 2 silices pour 1 aluminium, donc d'où bisialitisation. Et la monosialitisation, j'ai réussi à faire encore diminuer la silice pour qu'elle, maintenant, elle soit à quantité quasiment égale entre le silicium et l'aluminium. Donc, ça veut dire que j'ai 1 silicium pour 1 aluminium, d'où monosialitisation. Si je passe maintenant en climat équatorial où je vais encore plus pousser mon hydrolyse, là, cette fois-ci, je vais faire toujours une désalcalinisation totale. Donc, tout le calcium sort, mais je vois qu'aussi toute la silice sort. Puisque vous voyez bien que j'étais à AlSi3 avec un K, là, à la fin, j'obtiens un minéral qui est la gypsite où il n'y a plus de silice, plus de silicium, tout est sorti. Plus de potassium, tout est sorti. Donc là, j'ai fait une désalcalinisation, une désilicification totale et j'obtiens du coup un minéral qui n'est pas une argile, qui s'appelle la gypsite, qui est du coup un hydroxyde et qui est insoluble et qui précipite. Donc ça veut dire que mon granit, il va être transformé en une couche d'alumine. C'est l'alitisation. Alitisation, ça veut dire que du coup, j'ai enlevé, il n'y a plus monosi. Tout à l'heure, il y avait bisi-alitisation, monosi-alitisation. Là, on parle d'alitisation, ça veut dire qu'on a enlevé toute la silice. On a poussé à l'extrême, du coup, l'hydrolyse. Donc voilà, selon l'hydrolyse, qu'elle soit ménagée, poussée ou extrême, je ne vais pas obtenir le même minéral néoformé. Je vais pouvoir d'abord, sous une hydrolyse ménagée peu poussée, obtenir des argiles TOT. C'est-à-dire que j'ai un petit peu diminué la silice. La silice était dans un rapport 1,4, 1,3. Je vais la diminuer, cette silice, dans un rapport 1,2 et former du coup un minéral argileux. Si je passe dans un climat tropical humide, je pousse mon hydrolyse et du coup, je redescends encore ma silice et du coup, j'équilibre maintenant mes quantités de silice et d'aluminium et j'obtiens du coup un rapport 1,1 et je forme des argiles 1,1, donc TO, du type kaolinite. Et enfin, si je pousse encore à l'extrême mon hydrolyse, je sors toute la silice et il ne reste plus que l'aluminium et je forme du coup de l'hydroxyde d'aluminium, autrement dit le minéral gypsite. Donc je n'obtiens pas un minéral argileux comme étant un minéral formé, mais un hydroxyde d'aluminium, la gypsite. Donc ce tableau résume du coup ces notions de désilicification et de désalcalinisation partielle ou totale selon l'hydrolyse qui est poussée, ménagée, poussée ou totale. Alors, dernier processus d'altération chimique qu'on va étudier, c'est la dissolution. Alors, elle intervient pour les minéraux carbonatés et pour les évaporites. Et donc, c'est assez simple. En fait, elle est ici. Le CaCO3 va pouvoir être, grâce à l'eau et au CO2, va pouvoir donner du coup des ions carbonate ou hydrogénocarbonate, selon l'équilibre, HCO3- ou CO3- plus des ions Ca2+. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de minéral néoformé, c'est-à-dire il n'y aura pas de phase solide résiduelle, il n'y aura que des ions qui vont du coup s'entourer d'une couronne d'eau, qui vont faire des liaisons électrostatiques avec les molécules d'eau et qui seront du coup embarquées, qui seront lessivées. C'est la dissolution des carbonates. Alors là, on voit que ça s'inscrit dans un ensemble de réactions. On y reviendra quand on fera l'équilibre des carbonates. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, du coup, pour aujourd'hui, vous avez en fait à étudier l'altération physique et mécanique, qui est une fragmentation de la roche. Vous allez voir que c'est un cours qui est beaucoup moins difficile que celui-là. Donc, ça veut dire que vous avez un peu de temps pour reprendre ce cours et me reposer des questions si c'est pas compris. On ne laisse pas de boîte noire. Je vous rappelle que l'année prochaine, vous n'aurez pas le temps de reprendre ça et que la géologie représente quand même la moitié de la note du document de synthèse, c'est-à-dire un quart de la note écrite de la SVT. Donc, ça veut dire que si vous avez une très mauvaise note, vous ne passerez pas les écrits. Donc, ça veut dire que vous faites les efforts de bien étudier ce cours-là et de me poser les questions s'il y a des zones d'ombre.
Donc, vous avez aussi du coup l'exercice 1 à reprendre, à terminer. Je vais poster du coup le diaporama là de corriger pour que vous ayez du coup la réponse à la question 1, plus le début de la réponse à la question 2, ce qui va du coup, à mon avis, lever sûrement enfin, ça va permettre de démarrer beaucoup d'élèves dans la réalisation de cet exercice. Et si vous avez des difficultés sur cet exercice, eh ben, vous me posez des questions et j'y réponds. On corrigera du coup cet exercice demain. Bonne journée. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur l'altération avec le CO2 et l'eau? La toute dernière, ouais. Celle-ci, c'est celle-là? Ouais. Alors du coup, là, c'est l'altération des carbonates. Donc là, ce n'est pas un minéral qui est un silicate, puisque ce n'est pas le silicium, c'est un carbonate. Il est formé à partir de CO3. Et donc ici, c'est un carbonate de calcium. Et du coup, quand il sera en présence d'eau et aussi de CO2, d'ailleurs, ça va pouvoir augmenter la dissolution. Et ben, ce minéral qui est CaCO3 va complètement se dissocier en des ions, Ca2+, CO3-, et parfois le CO3-, il s'associe avec H+, pour donner du HCO3-. Mais tout ça, tu vois bien que Quentin, ce sont des ions. Donc, autrement dit, il n'y a plus, si tu veux, il n'y aura pas de minéral néoformé. Donc, en gros, si tu prends un minéral comme la calcite ou l'aragonite, qui sont deux exemples de minéraux carbonatés, et ben, sous l'effet de l'altération de l'eau, et ben, ils donneront en fait des ions Ca2+, et des ions carbonates, ou enfin hydrogénocarbonates, CO3-, ou HCO3-. Autrement dit, il va se dissoudre, ce carbonate. D'accord? Alors l'exemple, tu peux prendre l'exemple sur ton évier quand tu fais sécher de l'eau, et ben, tu vois apparaître des traces de tartre, de calcaire, on dit. Et ben, en fait, c'est du CaCO3. Et ben, si tu rajoutes de l'eau, et ben, si tu fais passer de l'eau sur ce calcaire, progressivement, en fait, ce calcaire, il va se dissoudre. C'est la dissolution du coup des minéraux carbonatés de formule CaCO3 qui donne du coup des ions Ca2+, et des ions carbonates CO3-, ou des ions hydrogénocarbonates s'ils s'associent avec H+, HCO3-, et ces ions sont solubles, donc ils sont embarqués, ils sont lessivés par l'eau. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Quentin? Merci. Autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'était par rapport à avant encore, enfin, juste un petit peu avant sur votre diaporama là. Voilà, encore un peu, voilà, ici là, sur la, je sais pas si c'est la bisialitisation là. Pourquoi, enfin, ou même la monocialitisation, quand on a revu les feuillets tout à l'heure, on voyait qu'il y avait plus d'atomes de silice que d'atomes Ouais. d'aluminium pour former un seul feuillet. Donc pourquoi, quand on a un ratio qui est d'autant d'aluminium que de silice, on a un feuillet qui est 1-1? Alors, Je sais pas si en j'arrive fait, à expliquer ce que il je faut disais. que tu vois, en gros, il faut pas que tu comptes. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu regardes, par exemple, là, bah là, tu vois bien que tu as 3 silicium pour 2 aluminium. C'est ça qui te dérange, c'est ça, Oui, c'est ça. Pierre? Ouais. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il faut voir que tout ça, il faut le voir en 3 dimensions, d'accord? Et puis en plus, là, tu comptes des atomes, mais en sachant que les atomes, ils n'ont pas la même masse. Donc tu vois, c'est assez compliqué. Donc, en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que si j'ai un aluminium, enfin, si j'ai un silicium, je vais pouvoir faire du tétraèdre, et donc du coup, je vais pouvoir faire de la couche tétraédrique, d'accord? Si j'ai un aluminium, je peux faire de l'octaèdre, et donc je peux faire de la couche octaédrique, c'est-à-dire de la couche O. Donc, en gros, parce que c'est pareil, quand je dis c'est 2-1 ou 1-1, si tu regardes les rapports, c'est pas tout à fait ça, parce que là, 3,5 contre 2,5, et ben, c'est pas tout à fait un rapport 2-1. C'est un rapport qui est pas tout à fait ça. Si on reprend, ça va faire du 1, et du 2, quelque chose. Donc, c'est pas tout à fait les bons rapports. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, si tu veux, c'est que quand tu fais une altération, c'est-à-dire quand tu pars d'un minéral où tu as
Bah, par exemple, beaucoup plus de silicium que d'aluminium. Quand tu embarques du silicium et que tu t'approches d'un rapport de 1, c'est-à-dire 2 silicium pour 1 aluminium, ça veut dire qu'en gros, tu vas pouvoir faire quasiment 2 fois plus de couches tétraédriques que de couches octaédriques. Et donc, du coup, ton argile, elle va s'organiser, son réseau cristallin va s'organiser sous la forme d'une argile TOT, c'est-à-dire qu'on va avoir une couche d'octaèdre qui va être encadrée par 2 couches de tétraèdre comme ici. Et donc, du coup, je vais former une argile qui sera lignite. Par contre, si je pousse encore plus mon altération et que j'embarque encore plus de silicium, donc tout à l'heure, j'étais dans un rapport 3-1, j'avais descendu du coup le silicium pour arriver à un rapport 2-1, et maintenant je descends encore le silicium, j'embarque, je lessive, j'élimine du silicium et je finis avec un rapport 1-1, et du coup, ça veut dire que je vais pouvoir, quand je fais une couche de tétraèdre avec le silicium, je vais pouvoir faire une couche d'octaèdre avec l'aluminium, et donc du coup, j'ai une couche de tétraèdre 1 avec une couche d'octaèdre 1, si tu veux, et du coup, j'obtiens des argiles de type TO, qui sont l'argile, par exemple, comme la kaolinite. D'accord, mais il ne faut pas que tu fasses, que tu essayes de faire des calculs précis, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. D'accord. En plus, là, on ne considère qu'un minéral l'orthose, mais une roche n'est pas constituée que d'orthose. Elle est constituée d'autres minéraux. Donc, ça veut dire que ça complexifie encore le rapport. Et en plus, il peut y avoir des substitutions, des échanges de minéraux, d'éléments. Donc, c'est encore plus compliqué que ça. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kélian? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, du coup, on lève le cours. Je vous souhaite une bonne journée et je reste à votre disposition pour vos questions.